Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un premier exemple d'apprentissage supervisé. Alors j'ai mis l'exemple sur, enfin un exemple sur le Moodle du cours, et il y a un exemple, ce même exemple est guidé pas à pas, son implémentation dans le cours PDF. Donc en fait, on va suivre cet exemple-là, donc l'exemple du cours, afin d'essayer de bien comprendre comment ça fonctionne. C'est bon pour tout le monde? Donc pour l'instant, je vous rappelle ce qu'on a vu comme éléments les cours précédents. On a vu deux choses essentielles. On a vu tout d'abord ce qu'étaient des tenseurs. Donc essentiellement, les tenseurs, ça permet de représenter des données sous la forme de tableaux, mais pas seulement de tableaux, une sorte d'extension des tableaux dimension 2. Ça peut être des tableaux dimension 3, dimension 4, enfin d'ordre 3, 4, et cetera, et cetera. Donc avec, pas nécessairement, heu, 2 indices seulement pour représenter les données, mais jusqu'à 3, 4, et cetera. Donc ça, c'est important quand on a beaucoup de données à représenter, et c'est aussi important pour représenter, et décrire ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones, c'est ce qui nous permet, de d'écrire, des fonctions à l'aide juste, de paramètres. Et c'est les paramètres de cette fonction qu'on essaie d'optimiser afin que notre réseau de neurones effectue une certaine tâche. Donc on a vu qu'il y avait différents types de problèmes auxquels on s'intéressait en intelligence artificielle. Donc il y a 3 problèmes, hein: apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé et apprentissage par renforcement. Donc nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'apprentissage supervisé. Et alors on avait commencé à voir un exemple, dans les séances précédentes, mais qui était basé sur des algorithmes déterministes. Donc ce n'était pas vraiment, dans l'esprit intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, en général, il y a toujours une, part, un petit peu, d'aléatoire. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir quelque chose qui est très similaire de ce qu'on avait implémenté, en TP, hein. Donc c'est le même principe, hein, au niveau de l'objectif. Sauf que, on va utiliser non seulement un réseau de neurones, donc ça c'était fait dans l'exercice 3 du TP1, hein, donc avoir un réseau de neurones pour représenter, une fonction. Et là, ce qu'on va faire, c'est que ça va être la même chose que le TP1, sauf qu'on va le faire sur des vraies données. Et les données, en l'occurrence, c'est des données qui sont, issues des prix de l'immobilier à Boston. Alors, on va suivre, ce qu'il y a, dans le chapitre 3. Donc, il y a toutes les informations dans le chapitre 3, il y a tout le code qui est déjà donné par petites fractions dans le chapitre 3 du cours. Et d'autre part, il y a également, le script final, complet, qui est disponible sur le Moodle. Alors, je vous invite pas nécessairement à aller regarder directement le script complet sur le Moodle, mais plutôt à essayer de le refaire, vous-même de votre côté. Donc on va le faire ensemble. On va suivre, le chapitre 3. Je vais vous expliquer un petit peu chacun des bouts à quoi ça correspond, et puis on va après essayer de l'implémenter ensemble. Vous allez voir, c'est pas très long. Alors avant de faire ça, évidemment, ce que je vais faire, c'est, je vais vous expliquer un petit peu vous rappeler, parce que bon, pour vous, c'est sûrement pas tout à fait trivial, quel est, l'objectif, du script qu'on va implémenter, hein. Donc, je vais faire donner une petite explication quand même. Donc, apprentissage. Donc on va implémenter un script d'apprentissage supervisé. Et ce qu'on va faire, c'est ce à quoi on va s'intéresser, c'est les prix de l'immobilier à Boston, mais ça pourrait être n'importe quoi.
OK, donc c'est tout simplement un prix de l'immobilier à Boston parce qu'on a des bases de données, là-dessus. Donc comment est-ce que, ça marche? Donc, j'avais déjà expliqué cette chose-là, mais je le redis, hein. Donc on a une base de données, on part d'une base de données. Je mets base de données pour BDD et elle comprend, 2 types d'informations. Donc on a toute une liste d'appart ou d'autres biens immobiliers d'ailleurs, c'est pas forcément des appartements, mais enfin, ou et cetera. Pour chaque appartement, on a certaines caractéristiques, donc par exemple, le nombre de mètres carrés, l'étage. Bon, j'en mets que 2, hein, mais vous imaginez, on peut avoir plein de caractéristiques. Donc, là, celui-là, il va faire 100 mètres carrés, celui-là, il va en faire 20, celui-là, il est au premier étage, celui-là, il est au 5e, et cetera, et cetera. Et on a enfin, pour chacun des biens en question, le prix. Donc, je sais pas, celui-là, il va faire, allez, je sais pas, peut-être, 500 €, enfin c'est des dollars, hein, mais celui-là, 50, et cetera, et cetera. Et évidemment, le prix d'un appartement, a priori, il dépend, de ses caractéristiques. Donc on a un certain nombre de caractéristiques. Et puis des caractéristiques, on voudrait bien en déduire le prix. Et ce qu'on se demande, c'est comment on passe des caractéristiques au prix. Donc, de là à là, comment on fait? Donc ça ne nous est pas donné, hein, par contre. Alors évidemment, un agent immobilier, il va vous dire, bah, moi je sais que, le prix au mètre carré, c'est à peu près, je sais pas moi, 5 000 € le mètre carré ou un truc comme ça. Puis après, il va vous dire: «Oui, mais suivant l'étage, ça change un peu, si c'est, tout en haut d'un building, c'est mieux parce qu'il y a une belle vue, et donc c'est, je sais pas, c'est 6 000 € le mètre carré», et cetera, et cetera. Mais, bon, le type, en fait, il peut c'est juste basé sur son expérience propre. Et ça se trouve, il fait peut-être des petites erreurs et faire des erreurs d'estimation de prix dans le domaine, ça peut avoir des conséquences assez graves. Donc on aimerait avoir un algorithme qui donne vraiment, a priori, le prix le plus juste en fonction justement, des informations qui sont disponibles. Et les informations qui sont disponibles, c'est les échanges précédents qui ont eu lieu et qui sont enregistrés dans une base de données qui est accessible a priori à tous, ou elle est accessible si vous, enfin en France, vous l'avez, sur la base des notaires, vous avez tous les échanges immobiliers qui ont été faits. Donc si vous avez accès à cette base, vous avez accès à ces informations. OK. Donc comment est-ce qu'on va faire? Donc l'idée, c'est la suivante. Donc la première chose, c'est qu'on va importer les données, évidemment. Les données, donc qui vont être toutes représentées à l'aide de tenseurs essentiellement. Ensuite, on va, construire un modèle. Et notre modèle, ça va être, un réseau de neurones. Donc c'est un réseau qui va permettre, a priori, une fois qu'on aura, calibré les paramètres, trouver les prix à partir des caractéristiques. Et puis, donc ça, ces 2 choses-là, on sait les faire, hein, a priori. Importer les données, ça enfin ça, c'est rien de spécial, hein. C'est juste, construire des beaux tableaux avec les données à l'intérieur, les caractéristiques dedans. La construction d'un modèle, c'est créer un réseau de neurones, ça on a déjà fait. Et puis 3, il faut optimiser le réseau. Et ça, pour l'instant, on l'a pas fait. Ah oui, alors attends, non, j'ai oublié un truc. On va définir un critère.
Et puis 4, on va optimiser notre réseau. Et c'est là où ça va changer par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce que là, on va faire par la méthode du gradient stochastique. Alors, il y a plusieurs méthodes possibles. D'optimisation. Dans le premier TP, ce qu'on avait vu, c'est qu'on n'avait pas en fait appliqué une méthode d'optimisation de ce type-là. On avait optimisé le critère de manière en résolvant un système linéaire et de manière exacte. Alors ça, en fait, selon le réseau qu'on choisit, ce n'est pas nécessairement possible de le faire. Donc, je vais expliquer ça un petit peu plus en détail. OK. Alors juste pour le critère, ici, qu'est-ce qu'on va utiliser comme critère? Donc on veut, donc l'idée, hein, de notre modèle, donc ça va être un réseau de neurones. Donc bon, ça c'est juste, c'est informatique, hein, rien de spécial. Donc 2, on va construire un réseau de neurones. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir en entrée, donc le réseau de neurones, je vais en entrée, on va avoir des nœuds avec les caractéristiques d'un appartement. OK, donc on va alimenter pour chaque appartement, on va alimenter la valeur de ces nœuds à l'aide des caractéristiques associées. Puis ensuite, on va avoir un réseau, OK, qui va avoir une certaine tête. Hop, je vais le faire assez simple, on va faire juste 2 couches comme ça. OK, donc avec un certain nombre de nœuds cachés. Et ce qu'on va optimiser, c'est les poids du réseau à optimiser. Et on va les optimiser de sorte à ce que les prix soient les plus proches possibles des, bah, des prix réels, c'est-à-dire les prix calculés par le réseau de neurones, soient les plus proches possibles des caractéristiques des logements. Donc là, le prix, une fois qu'on a appliqué le réseau de neurones, ça va être une fonction. Donc, je vais plutôt le noter en bas, excusez-moi, hop, j'ai un peu plus de place. Ça va être une fonction des poids W, je vais mettre en rouge, et qui prend en argument les caractéristiques x1, x2 jusqu'à xn, où j'ai n caractéristiques. OK? Et donc, ce qu'on va faire, c'est… Ouais, je ne vais pas noter les n. OK, les caractéristiques x. Ça, c'est un vecteur x. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les choses suivantes. C'est on va introduire une fonction j de w qui dépend des poids. Et on va faire la somme sur tous les appartements qu'on a. Donc n, c'est le nombre d'appartements de la base. OK, de
la différence entre le prix estimé par le réseau de neurones moins le prix réel. Le prix observé. D'accord? Donc ça, c'est ici le prix estimé par le réseau de neurones et ça, c'est le prix observé ou le prix réel. C'est bon? Et donc en 4, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à minimiser cette fonction j. Donc j, ça s'appelle une fonction coût. Par rapport à W. Donc résoudre. Voilà, une fois qu'on a trouvé ensuite les bons poids W, en fait, on peut alimenter notre réseau de neurones avec un nouvel appartement qui n'était pas dans la base de données. Et on a bon espoir que ça nous donne une estimation correcte du prix de l'appartement en question. C'est bon pour tout le monde? Pour l'idée générale? Bon, alors on va voir comment on fait ça. Donc, je vous invite à… Alors, attendez, qu'est-ce que je veux faire? Hop. Voilà. Donc là, c'est exactement ce qui est décrit ici. Attendre. Hop. Dans le chapitre 3, qui a planté. Ok, je ne sais pas ce qui… Ah oui. Non. Alors, attendez, excusez-moi. J'ai un problème de… Yes. C'est pas le… Je vais… Alors, hop. OK. Donc voilà, ce que j'ai introduit ici, j'espère que vous voyez, c'est la fonction j qui est là. Donc, c'est l'erreur quadratique moyenne qu'on effectue sur le calcul de nos prix. Alors là, c'est juste divisé par le nombre d'appartements, mais évidemment, c'est la même chose. Hein. Et puis, je n'ai pas mis dans le cours, j'ai noté R pour l'ensemble des paramètres, parce que là, j'ai un peu triché ici. Donc, on va mettre 1 sur n pour faire la moyenne, pour être cohérent à peu près. J'ai un peu triché en ce qui concerne le nombre de paramètres du réseau. Il n'y a pas que les poids entre les nœuds. Il y a également ce qu'on avait appelé le biais. Okay. Si vous vous souvenez plus ce que c'est, je vous rappellerai ça tout à l'heure. Donc, il y a plus de paramètres que juste le poids. Donc, on y va. Implémentation sous PyTorch. On va juste suivre les trucs. Alors, la première chose à faire, c'est pouvoir importer les données. Donc, pour importer les données, en fait, ce dont on va avoir besoin, c'est d'installer à nouveau une nouvelle librairie Python qui est scikit-learn, qui est aussi une librairie qui permet de faire de l'apprentissage automatique. Mais on
va juste l'utiliser pour récupérer des bases de données qui sont incluses dans la librairie. Donc, il y a la petite commande pour installer cette chose-là avec pip3. Donc, je vais ici. Alors, attendez, je vais grossir un peu ce truc-là parce que je pense que vous n'allez rien voir sinon. Ok, je vais mettre une nouvelle fenêtre d'ailleurs. Ça va être mieux. Ok. Donc, je tape la commande en question. Tac. Bon, chez moi, ça doit déjà être installé, je pense. Donc, ah, bah, ça marche déjà pas. Alors, erreur invalide, option -U. Pourquoi ok. Ah, c'est peut-être que j'ai. C'est peut-être le moins qui n'est pas le bon. Ouais, c'est juste. Ok. Très bien, donc ça fonctionne. Alors faites attention aux caractères, hein, parce que là, quand j'ai fait copier-coller, il m'a fait un moins, mais qui n'est pas le bon moins. Et donc, d'où l'erreur. Bon, alors là, a priori, ça a fonctionné. Il est content, sauf qu'il me dit que j'utilise une version de pip qui n'est pas à jour, mais ce n'est pas très grave. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va suivre le petit programme. Hein. Et donc, je vais faire ça, Boston new. Donc, je crée un nouveau fichier PY et on va suivre exactement les instructions qui sont données dans le poly. Donc, je vous invite à faire ça en même temps que moi. Hein, si je vais beaucoup trop vite, vous me le dites. Et je ralentis un peu. Ok, déjà, je vais attendre 2 secondes pour savoir si vous avez réussi à installer scikit-learn ou pas. Vous pouvez remonter pour qu'on revoie juste la commande exacte, s'il vous plaît? Ouais, elle est dans le poly. Hein. Je Ah, t'invite pardon. Tu vois, j'ai juste recopié ce truc-là. Ok, ok. Ok. Donc, tout ce que je vais faire là, c'est dans le poly. Donc, tu as juste à suivre. Normalement, à copier-coller ce qu'il y a dans le poly. Et ensuite, si vraiment tu es perdu, le script final, il est dans le Moodle complet. D'accord, le script complet est dans le Moodle. Ok. Mais je vous invite plutôt à essayer de copier et coller les bouts de code. Ça vous permet de voir exactement et de bien identifier quel est le rôle de chacun des bouts de code et de lire un petit peu ce qu'il fait. C'est un petit peu le but du jeu. Quoi. Donc, si tu veux la commande, elle est ici. Celle que j'ai tapée, c'est pip3 install -u scikit-learn. Alors ça, c'est la commande qui marche sous Linux. Hein. Donc, si on utilise Anaconda, je crois que ça marche aussi. Hein, c'est la même chose. Et je ne suis pas sûr à 200%. Oui, oui, ça fonctionne avec Anaconda. Oui, ça Ok. marche avec Anaconda, ouais. Ok, super, merci. Donc, c'est bon pour tout le monde, ça a fonctionné? Ok, allez, on y va. Alors. Ouais, c'est bon. Très bien. Donc, première chose, comme d'habitude, il faut importer les données, donc importer la librairie, le morceau de librairie qui nous intéresse. Donc, hop, a priori, c'est Skylearn Database. OK, donc on va importer ça. Ouf. Ah, j'ai un problème de copier-coller. Je copie ça. Ok, il y a juste une petite partie qui nous intéresse. Il y a juste la fonction Boston qui nous intéresse dans Skylearn Dataset. Donc, on importe cette partie-là. Et on charge les données. Bon, ça, c'est vraiment spécifique à la librairie en question et la manière dont sont définies les données. Et donc, maintenant, dans Boston, on va avoir toutes les données qui sont stockées sous la forme d'un tenseur. Donc, on peut regarder un petit peu la tête que ça a comme tenseur. Donc, on fait data.shape, donc c'est dans data. Et .shape, ça nous donne la dimension du tenseur en question. Et on va
exécuter ce truc-là pour voir ce que ça fait. Donc, je l'exécute à partir de la console Python. Comme ça me permet d'interagir avec s'il y a des trucs que je veux tester et regarder ce qu'il y a dedans. C'est pratique. Donc, je vais faire, comment je l'ai appelé, lui, bostonnew.py. Ouais. Donc, je vous rappelle, pour exécuter un script dans la console, c'est exec de. Après, on fait open le nom du fichier et il faut qu'on dise qu'on lise le fichier en question. Et donc, c'est .read. Ok, donc déjà, il y a un problème. Si on fait juste Python, ça suffit pas? Hein? Si on fait Python, le nom du fichier. Oui, ça marche aussi. Oui. Mais là, disons que tu vois, je garde la main sur la console. Et donc, si je veux avoir accès à des variables que j'ai définies petit à petit, c'est possible. Bon, alors là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est l'autre Il manque un underscore. Ouais, il manque un underscore entre load et Boston, non? C'est le copier-coller, il a dû casser. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, c'est très vicieux ça. Ok. Et c'est la fonction load Boston que je charge. Voilà. Et que j'utilise par la suite. Ok, d'accord. Merci. Super, ça marche. Et donc là, ça me dit que mes données, elles sont dans les données, j'ai un truc, j'ai 506 par 13. Et ça, c'est ce qu'elle me dit, c'est 506, c'est le nombre d'appartements, et 13, c'est le nombre de critères. Donc ça, c'est les données de mes appartements. Donc il y a 506 appartements avec 13 critères, le nombre de mètres carrés, l'étage, etc., etc. Alors, on peut regarder aussi, si je fais bostontarget.shape, alors je n'ai pas besoin de faire print ici, ça va me donner le format de données pour les prix. Donc en fait, les prix, j'en ai qu'un, hein, et donc ça devrait me donner un tableau de taille 506. Voilà, c'est un tableau de taille 506. Ok. Ensuite, j'ai un dernier truc qui est une description des données. Boston.description. Ouais, alors là, on va faire un print parce que sinon, on ne voit rien. Et donc là, ça me donne pour chacun des 13 critères, quels sont les critères en question. Donc, par exemple, le premier critère, c'est le taux de criminalité dans le quartier dans lequel se situe l'appartement, ZN, la proportion donc de propriété land zone for lots, donc la proportion de résidences qui sont dans des lots de plus de 25 square feet. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais bon, etc. etc. Vous en avez plein. Ok. Très bien. Alors du coup, le reste, c'est pas la peine de le copier hein, parce que c'est juste donc, pour avoir accès aux informations associées à la base et une description des données en question. Mais on s'en moque un peu, donc c'est pas ça qui nous intéresse. Allez, on continue. Alors, préparation des données. Donc là, maintenant, il faut importer les données, donc boston.data et boston.target, pour les mettre dans des tenseurs. Alors, visiblement, ce qui est pratique, c'est d'utiliser test split pour faire ça. Donc, hop, on va faire ça. Je ne sais pas exactement ce que ça fait ce truc-là. Alors, point modèle. Tirer sélection. Ah oui, je sais ce que c'est. On va voir ce que ça fait ce truc-là. Split. Et donc, on va faire xtrain, xtest, ytrain, ytest égale, alors
entraîne test split. Donc, on prend nos données, on prend notre target, et on précise une taille pour nos données d'entraînement. Alors, en fait, qu'est-ce que ça fait, ce truc-là? L'idée est qu'on a un certain nombre de données, mais on ne va pas entraîner notre réseau de neurones sur toutes les données dont on dispose. En fait, on va diviser les données en deux groupes. On va diviser les données en un groupe d'entraînement. Donc, c'est les X-train et Y-train. Et un donné pour deux tests, c'est X-test et Y-test. Et l'idée, c'est que après avoir entraîné notre réseau de neurones, on va vérifier la qualité du réseau de neurones en question sur les éléments qui n'ont pas été utilisés lors de la phase d'entraînement. Et donc, ça nous permettra de déterminer si oui ou non notre réseau de neurones réussit à prédire correctement des prix pour des appartements sur lesquels il n'a pas d'informations, pour lesquels il n'a jamais été confronté à ces appartements en question, pour lesquels il n'y a pas eu d'informations a priori sur le prix de ces appartements. Donc, c'est comme si c'était vraiment des nouveaux appartements qu'il ne connaissait pas. Et voilà, comme ça, on peut tester la qualité de notre réseau. Si on ne fait pas ça, on pourrait imaginer, c'est-à-dire qu'après, on se dit, bah, c'est idiot, on va l'entraîner sur toutes les données dont on dispose. Donc, la tendance naturelle voudrait qu'on entraîne notre réseau de neurones sur toutes les données disponibles. Le problème, c'est que si on fait ça, on n'a aucun moyen de connaître la qualité de notre réseau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir s'il est bon ou s'il est mauvais. OK, parce que ça se trouve, il s'est calibré de manière hyper précise sur les appartements avec lesquels on l'a alimenté. Il a tellement de paramètres qu'il a réussi à les caler pile poil pour qu'ils fonctionnent sur les appartements en question. Mais dès qu'on lui donne un autre appartement, un nouvel appartement, il calcule un prix totalement idiot et qui n'a aucun rapport avec la réalité. Voilà, donc c'est toujours important de diviser les données en données d'entraînement et données test pour essayer de voir si, à l'issue de notre optimisation, on a quelque chose de correct. Donc, on va voir effectivement ce que ça fait ce truc-là. Je sauve, je retourne ici. Je vais réexécuter mon programme. Ça fonctionne. Et maintenant, je peux voir ce que c'est que Xtrain. OK, alors, je vais plutôt faire shape de ce truc-là. C'est comme ça. Hop. Non, c'est point .shape. Alors, c'est comment pour obtenir les trucs? C'est tac, 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 tac. Ah, il n'y a pas de parenthèse, excusez-moi. OK, donc on voit que les données d'entraînement, il n'y a plus que 339 appartements dedans. Et sur les données tests, bah, il y en a 167. Okay, donc c'est 33% des 500 appartements qu'on avait, plus ou moins. Hein, c'est ça. Si on fait boston.data.shape, on avait 506. Donc, si vous faites 339 plus 167, ça fait bien 506. Donc, on a divisé les données en deux. Très bien. Allez, on continue. Alors maintenant, il va falloir construire notre réseau de neurones qu'on va chercher à optimiser. Donc là, pour le coup, on va utiliser PyTorch. Donc, on va utiliser plus précisément torch.nn. Donc, nn, c'est pour Neural Network. Donc, on avait déjà vu ça la dernière fois. On avait construit des réseaux de neurones super simples. Hop, alors on fait ça. Et on va l'inclure dans notre petit script. Alors là, je vais faire importation.
et préparation des données au début. Et c'est l'étape 1, définition du modèle. Alors, donc on va déterminer le nombre de nœuds d'entrée. Donc là, en l'occurrence, c'est 13, mais on peut faire le truc de manière automatique. On va récupérer la deuxième coordonnée de data.shape. La première, ça nous donne le nombre d'appart et la deuxième, ça nous donne le nombre de critères. OK, on va faire un réseau de neurones très simple avec juste une couche intermédiaire de réseau de neurones cachés. Et puis là, on va choisir, je ne sais pas, là j'ai pris 100 nœuds cachés, donc on va garder 100 nœuds cachés. Et puis les nœuds de sortie, il n'y en a qu'un, c'est le prix. Très bien. Ensuite, on définit notre réseau de neurones. Donc, comme on l'avait vu la dernière fois, neural network. OK, donc c'est un réseau séquentiel où il va y avoir juste une couche qui permet, enfin deux couches. Une couche qui relie le réseau, les nœuds d'entrée aux nœuds cachés, puis après une couche qui relie les nœuds cachés au prix. Donc c'est un réseau séquentiel. Je précise les couches qu'il y a. Donc il y a une couche linéaire. Donc entre les nœuds d'entrée, donc il y en a NB in, et les nœuds cachés, il y en a NB hidden. Alors derrière, je vais rajouter, on va rajouter une fonction d'activation afin que notre réseau ne soit pas linéaire. C'est sûrement pas linéaire pour les prix de l'immobilier. Et là, je choisis comme fonction d'activation RELU. Donc RELU, c'est essentiellement une fonction qui vaut 0 pour les valeurs négatives de x et qui vaut 1 pour les valeurs positives. Et en fait, c'est un petit peu lissé, de sorte à ce que ça aille doucement de 0 jusqu'à 1. Et ensuite, maintenant, je vais mettre une dernière couche, qui est ma couche qui relie mes nœuds cachés à mon nœud de sortie. Je n'ai pas très bien compris ce que faisait RELU. Je vais vous faire un petit dessin peut-être. OK. Donc, je vais revenir sur le… Donc, notre réseau, il va avoir cette tête-là. Alors, si on crée le réseau sans le RELU, donc je vais vous en dessiner deux. Alors, premier réseau, notre réseau, je le définis comme nn.sequential de nn.linéaire de 13, je vais mettre de 5,4. 5,4, nn.linéaire de 4,1. Hop, hop. Admettons que je définisse un réseau comme ça. Donc là, mon réseau, il va avoir cette tête-là. Donc c'est un réseau séquentiel avec deux couches successives. Donc la première couche, elle relie 5 nœuds d'entrée ici à 4 nœuds cachés ici. Je dessine en bloc pour l'instant. Et à la sortie, j'ai, après ça relie mes 4 nœuds cachés à un nœud de sortie. Hop, on va le mettre en vert lui.
Voilà. Et donc, si on travaille comme ça, donc j'ai mes nœuds qui sont comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 et 4. Et j'ai mon nœud de sortie qui est ici. Ensuite, chacun des nœuds d'entrée est relié à tous les nœuds intermédiaires. Je vais plutôt les écrire, et réciproquement, tous les nœuds intermédiaires sont reliés à tous les nœuds d'entrée. Donc lui, il est relié à lui, qui est aussi relié à lui. Enfin, toutes les flèches sont à réaliser. OK. Alors, si je note x1, x2, x3, x4 et x5, les valeurs des nœuds d'entrée, entrée, c'est sorti, caché, donc couche cachée. Lui, je vais l'appeler par exemple Z1, Z2, Z3 et Z4, et je vais appeler Y la sortie finale. Donc pour Z1 par exemple, ça va dépendre du poids de chacun. Donc la valeur prise par Z1, elle est fonction de X1 jusqu'à X2, X3, X4 et des poids de mon réseau de neurones. Donc là, j'ai des petits poids ici. Donc je vais appeler W1, W2. Alors j'en ai plein des poids, hein, parce que j'en ai autant dans cette partie-là, j'en ai autant qu'il y a de couples entrée et cachés. Hein. Donc pour repérer les poids, il faudrait que j'utilise au moins 2 indices ici. Mais je ne vais pas le faire ici parce que ça me fera trop de notation, W4 et W5. Donc j'utilise juste un indice. Ouais. Je ne mets pas implicitement, il faudrait que j'utilise un autre indice pour dire que c'est les poids associés au nœud caché numéro 1. OK, ensuite, pareil, j'ai à nouveau ici des arêtes qui me relient les nœuds cachés au nœud de sortie et j'ai d'autres poids que je vais appeler grand W1. Je vais pas les appeler W parce qu'on va je vais mettre des V. V1, V2, V3 et V4. OK. Donc avec ce réseau, qu'est-ce qui se passe? Donc par exemple, ce réseau, si je l'alimente avec X1, X2, X3, X4, X5, d'abord, il va me calculer les valeurs de Z1, de Z2, de Z3 et de Z4. Donc pour Z1, c'est la même chose pour Z2, Z3 et Z4. La valeur prise, ça va être la somme pour I allant de 1 jusqu'à 5 des WI fois XI. Donc c'est la somme pondérée par les poids allant de W1 jusqu'à W5 des entrées X1, X2, X3, X4 et X5. Alors les poids en question, ils dépendent du nœud, hein, c'est du nœud caché. Hein, c'est-à-dire que pour Z2, ce n'est pas les mêmes poids, pour Z3, ce n'est pas les mêmes poids, etc. Donc si je veux les distinguer, il faudrait probablement que je mette ici, par exemple, 1,i, de sorte à ce que, dire que là, c'est les poids associés au nœud caché numéro 1 et au nœud d'entrée numéro i. Voilà, je vais mettre 2 indices comme ça, il n'y a pas de confusion possible. Donc Z2, c'est pareil, etc. Alors par contre, en plus de ça, on va rajouter ce que je n'ai pas indiqué sur le schéma, un biais, donc qui dépend uniquement du nœud fois alpha 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les poids, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Poids. Et ici, c'est le biais. OK. Et donc ça, c'est la même chose pour tous les nœuds. Et donc, par exemple, si je considère Z indice 2, ça va être la somme pour I allant de 1 à 5 de W2,I XI plus alpha I. Enfin, une fois qu'on a calculé la valeur, enfin, ce n'est pas nous-mêmes qui le calculons, hein, c'est PyTorch qui s'occupe de tout ça. Une fois qu'il a calculé la valeur des nœuds cachés, il peut en déduire la valeur
du nœud de sortie Y. Et donc, c'est le même principe. Y, ça va être la somme pour I allant de 1 jusqu'à 4, hein, parce que là, j'ai 4 arêtes, des poids V indice I fois ZI, plus à nouveau un biais que je vais appeler bêta, un biais final. Okay, monsieur, oui. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est quoi le biais et c'est quoi bêta? Enfin, ça correspond à quoi? Ah, c'est un paramètre comme les poids de notre réseau de neurones. C'est juste, en général, on ne le représente pas parce que ce n'est pas pratique. Enfin, je ne sais pas comment le représenter, en fait. Ok. C'est un paramètre de notre réseau de neurones, tout comme les poids. Tu vois que du coup, la fonction réalisée par le réseau de neurones, elle dépend des poids et des biais que je me donne. Et évidemment, la valeur que ça donne, ça dépend des arguments en entrée. D'accord ? Donc, en fait, il faut voir le réseau de neurones comme une sorte de fonction. Et tu peux la programmer, cette fonction, en choisissant des poids et en choisissant des biais. La fonction réalisée par le réseau de neurones dépend de ces deux variables, les poids et les biais. C'est bon? Ok, merci. Ouais. Voilà, c'est tout. En fait, on fait ce décalage tout seul, il ne sert un peu à rien. Justement, il a une certaine utilité quand on ajoute des fonctions d'activation. Mais sinon, le biais tout seul, il n'a pas en général beaucoup d'intérêt. Voilà, donc ça, c'est un premier réseau de neurones qui correspond au réseau qui est défini ici. Hein. Donc, cette commande-là, ça me définit le réseau de neurones qui est là. Alors, le problème de ça, c'est que on peut enchaîner autant de couches qu'on veut. C'est-à-dire, vous pouvez en mettre 50 millions avec 50 millions de couches intermédiaires. Au final, votre réseau de neurones, il sera toujours de la forme. Donc, on peut montrer que qu'il existe. Je vais mettre un grand W. Hop. Grand W. Donc, un vecteur avec 5 coordonnées, telles que Y, c'est la somme pour I allant de 1 à 5 de grand W I fois XI et je sais pas, un grand B dans R plus B. Ok, donc, et ça, c'est quel que soit le nombre. Je vais montrer que. Attendez. Donc, sans fonction d'activation. Alors, je vais réexpliquer ce que c'est tout à l'heure. Donc, quel que soit le nombre de couches, quel que soit le nombre de nœuds cachés, eh bien, il existe des poids W et un biais tel que le coût Y, c'est égal à la somme des entrées pondérées par les poids plus le biais. C'est-à-dire que, essentiellement, si je ne mets pas de fonction d'activation, le réseau est équivalent à un réseau qui n'a pas de. Un réseau sans couche cachée. C'est-à-dire un réseau avec une seule couche, hein, juste les entrées, 1, 2, 3, 4, 5, et un nœud de sortie avec les entrées qui sont directement connectées
au nœud de sortie. La couche d'entrée et la couche de sortie. Ok, donc si on ne fait rien de plus, hein, si on fait exactement ce que j'ai dit ici, si on définit tous nos réseaux comme ça ne sert pas à grand-chose parce que ce réseau-là, il est équivalent au réseau encore plus simple où j'ai éliminé les couches cachées. C'est-à-dire que tout ce que je peux faire avec le réseau précédent qui possédait une couche cachée, je peux le faire avec un réseau qui n'a pas de couche cachée. Et a priori, celui-là, il est beaucoup plus facile à gérer hein, parce qu'il est plus simple. Et notamment, pour trouver les bons poids, c'est plus simple parce que j'ai moins de paramètres à déterminer. Donc, ce n'est pas terrible, ce truc-là. Et ça, c'est vraiment un réseau trop simple. Avec un réseau comme ça, on ne peut pas faire des choses compliquées. Okay. Donc, la dépendance entre la sortie et l'entrée est trop triviale. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute dans notre réseau, on va le changer un peu. Donc, je vais reprendre lui. Hop. Donc, on va prendre le même réseau. Et on va intercaler après la couche cachée une fonction d'activation. Donc, on va la mettre ici. Et je vais la mettre en... Et la fonction d'activation qu'on va mettre, c'est NERELU, mais il y en a plein qu'on peut mettre plein d'autres. Donc ça, c'est la fonction d'activation. Il en existe d'autres. Hein. Ok, alors à quoi ça ressemble cette chose-là? On va reprendre le réseau de neurones qu'il y a ici. Et je vais vous montrer maintenant comment il a été modifié par l'addition de cette fonction d'activation. Hop. En fait, on a rajouté quelque chose à cet endroit-là. Entre la zone cachée ici et la sortie. Alors, ce qu'on a fait, c'est la chose suivante. Alors, je vais prendre ça. Hop. Donc, on a agrandi notre zone cachée en ajoutant des nœuds. Alors, en fait, on a ajouté autant de nœuds qu'il y a de nœuds cachés initialement. Hop, bon, lui, je vais le recoller là. Ah, je ne voulais pas prendre le bleu là. Voilà. On va bien disposer les nœuds. Et ensuite, donc j'ai rajouté une nouvelle couche. Et chacun des nœuds de la nouvelle couche est relié directement à la couche précédente, mais elle passe par un petit traitement intermédiaire, pouf, et par ma fonction d'activation qui a cette tête-là. Alors, je vais expliquer ce que ça fait. C'est pas super beau mon dessin, mais c'est pas grave. C'est la même opération partout qui est effectuée. Ok, donc là, admettons que du coup,
Comme maintenant j'ai affecté, j'ai noté Z1, Z2, Z3 et Z4 les valeurs de ces nœuds-là. Ces nœuds-là, je vais les noter par exemple grand X1, grand X2, grand X3 et grand X4. Donc grand X indice 1, ça va être toujours la somme pondérée par les poids W de X1, X2, X3, X4. Enfin jusqu'à 5, excusez-moi. Plus le biais qui était, le biais c'était alpha indice alpha 1. Et maintenant Z1, c'est égal à une certaine fonction petit f de grand X1. Et f, c'est la fonction RELU. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction-là? Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais essentiellement, la tête qu'elle a, on va regarder, si vous voulez, sur Internet tout à l'heure ensemble. Vous pouvez regarder, vous. C'est une fonction qui a à peu près cette tête-là. Alors, je ne sais plus si elle n'est pas complètement discontinue. Ou, attendez, je vais regarder. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc, RELU, activation. Voilà. On va voir image. C'est ça. Bon, alors, en fait, elle est juste comme ça. Très bien. Hop, hop, hop. Donc, c'est une fonction qui vaut 0 pour les valeurs négatives. Et après, qui est juste une droite de pente 1. Ok, donc typiquement, cette fonction, ça vous dit que Z1, c'est égal à 0 si X1 est strictement négatif, et c'est égal à X1 si X1 est positif. En fait, c'est la partie positive de X1. Mais alors, il y a d'autres fonctions d'activation qui existent, hein, comme arc-tangente, etc., etc. On peut en Mais imaginer. on est d'accord que c'est pas toujours des fonctions d'activation qu'il y a entre les couches cachées. Alors, en fait, si tu en mets toujours, parce que si tu n'en mets pas, ça ne sert à rien de mettre plusieurs couches cachées, en fait. Si tu ne mets pas de fonction d'activation entre les couches cachées, plutôt que mettre deux couches cachées qui sont reliées, connectées les unes aux autres, vaut mieux en mettre qu'une seule. Tu vois, c'est équivalent. Ok. Alors après, il y a quand même des petites subtilités. Ça dépend aussi si les couches cachées sont connectées toutes, si chaque nœud d'une couche cachée est relié à tous les nœuds de la couche précédente. Donc, ça peut être intéressant de faire plusieurs couches cachées qui ne sont pas toutes interconnectées les unes avec les autres, parce que du coup, en fait, ça peut faire moins de variables qu'une seule couche cachée entièrement connectée. Bon, il y a quelques petites subtilités comme ça, mais essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que les fonctions précédentes ici, dans le cas où on ne met pas de fonction d'activation, la dépendance du nœud final en fonction des nœuds d'entrée est une dépendance qui est affine. Et donc, hop. Donc, dépendance affine de Y en fonction des données X. Et dès lors qu'on met des fonctions d'activation, on a une dépendance qui n'est plus affine. Et là, donc, Z1, on a une dépendance qu'on appelle non linéaire. De Z1 et de Y, du coup, en fonction des données de X. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'avec un réseau de ce type-là, pourvu qu'on mette assez de couches cachées et de choses comme ça,
on peut programmer n'importe quelle fonction calculable par votre ordinateur. N'importe quelle fonction calculable de votre ordinateur, elle peut être représentée à l'aide d'un réseau de ce type-là et de fonctions d'activation de type RELU. Et ce n'est pas le cas si vous ne mettez pas la fonction d'activation. Sans fonction d'activation, vous ne pouvez pas programmer n'importe quelle fonction calculable à l'aide d'un réseau de neurones en choisissant correctement les poids. Vous êtes très limité en fait en termes de type de fonction que vous êtes capable de faire. Si vous vous permettez d'utiliser ces fonctions d'activation, eh bien, vous pouvez potentiellement programmer n'importe quelle fonction calculable de votre ordinateur à l'aide d'un réseau de neurones. Donc, ça signifie que n'importe quel programme de votre ordinateur, en fait, il pourrait être représenté à l'aide d'un réseau de neurones. On pourrait écrire, par exemple, votre système d'exploitation Windows avec un énorme réseau de neurones. Bon, évidemment, personne ne fait ça parce que c'est absolument infernal, même pour des trucs très simples. On ne va pas y arriver, mais ce serait potentiellement faisable. Voilà. Donc, du coup, notre réseau à nous, là, pour Boston, il ressemble à ce truc-là. Hein, on a des entrées, on a une couche cachée, on rajoute une couche cachée intermédiaire, entre guillemets, en ajoutant des fonctions d'activation, et puis encore une couche totalement connectée entre les nœuds cachés et la sortie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Ok, on va dire que c'est bon. Vous avez fait une erreur avant le linéaire, vous avez mis 3n. Avant le linéaire, j'ai mis 3n. Oui, exact, j'ai mis 3n. C'est pas très bien. Youp. Voilà. Merci. Donc, on va voir déjà si ça fonctionne, ok, ce truc-là. Donc, je vais exécuter mon script. Ok, bon. Ça marche superbe. Et donc, j'ai un réseau de neurones que j'ai appelé Neural Network. Et on peut essayer de regarder un petit peu à quoi il ressemble. Donc, Neural Network, vous voyez, là, il décrit mon réseau. Donc, une première couche linéaire avec 13 entrées et 100 nœuds cachés. Il comporte un biais qui est égal à true. Ensuite, des fonctions d'activation RELU. Et à nouveau, une couche entièrement connectée entre 100 nœuds cachés et un nœud de sortie. Ensuite, on peut avoir plus d'informations sur chacune de ces couches. Donc, je peux m'intéresser à la couche numéro 0. Je peux regarder pour sa couche 0, elle dépend de quoi? Elle est définie à l'aide de poids. Donc, là, les poids ont été initialisés avec des valeurs quelconques. Remarquez que les poids peuvent être négatifs. Donc, si on regarde la taille de ces poids, ben, normalement, c'est un vecteur juste qui comporte… alors non, ça ne va pas être un vecteur, ça va être un tenseur, ok. Puisqu'il y a un poids entre chaque nœud caché et chaque nœud d'entrée. Donc, j'ai 13 nœuds d'entrée, 100 nœuds cachés. Donc, en fait, ça va être un tenseur de taille 13 fois 100. Hein. Vous voyez, comme ici. Vous voyez que mes poids, ils dépendent de 1, c'est le nœud caché, et de I, c'est l'entrée. Donc, j'ai deux indices pour repérer mes poids dans la première couche. Donc là, ça va être la même chose. Je vais avoir deux indices. Un premier indice qui correspond au nœud d'entrée et un autre qui correspond au nœud caché. Donc 13 fois 100. Okay, donc 100 fois 13. Je peux regarder aussi les biais. Donc les biais, j'ai un biais par nœud caché. Donc je vais avoir 100 biais normalement. Ah oui, c'est pas biais, c'est bias. Ok, j'ai 100 biais. Très bien, donc on a notre réseau de neurones. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est définir la fonction qu'on cherche à optimiser. Et je vous rappelle que la fonction qu'on cherche à optimiser,
c'est la somme des carrés des différences entre les prix estimés par le réseau de neurones et les prix réels. En fait, il y a déjà une fonction qui fait ça tout seul dans Torch. Alors, ça va être ici. Ah oui, il y a deux trucs. Bon, on le fait un peu dans les ordres. Très bien. Alors là, déjà, on va importer d'autres choses, d'autres fonctions de Torch. Donc, en fait, ici, j'importe tout Torch. On aurait pu le faire dès le début. OK. Et ce que je vais définir, c'est le critère d'optimisation déjà. Je suis un peu dans les ordres par rapport au truc, mais c'est pas. Où on définit le critère. Donc le critère, comme on l'a dit, c'est MSE, loss. Donc c'est minimum, non, min square, je ne sais plus. Error. Enfin Mean bref. square error. Ouais, min square error. Merci. Voilà, c'est min square error. Donc c'est ce truc-là, pap, ça définit cette chose-là. Alors attendez, que je retrouve. Voilà, c'est cette fonction. Alors attendez, j'ai perdu mon stylo. OK. Et oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la fonction coût en anglais, c'est loss function. OK, d'où oups là. Donc d'où le nom MS loss. OK. Une fois qu'on a défini, on va voir comment on l'utilise par la suite. On va définir une méthode d'optimisation. Et donc la méthode d'optimisation qu'on utilise, donc ça j'en parle pour l'instant pas, c'est pour l'instant le miracle. OK, on va utiliser le gradient stochastique. Donc SGD, c'est Stochastic Gradient Descent Method. Donc, je vais juste le noter sur le. Stochastic Gradient Descent Method. Et ça, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une méthode d'optimisation. De J de W par rapport au poids W. Alors, il n'y a pas que les poids, hein. Il y a les poids et les biais, mais pour simplifier, je mets juste les poids ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? OK, essentiellement, je vais juste représenter, admettons que mon réseau de neurones ne dépende que d'un paramètre. Donc, paramètre du réseau de neurones. OK. Je calcule la loss function
en fonction de ce paramètre. Donc, ma loss function, elle dépend de ce paramètre. Donc ça, c'est fonction coût. C'est la fonction coût. Ou encore la loss function. Et dans notre cas, c'est donc la mean square error. Alors, ce qu'on veut, c'est déterminer le poids pour lequel l'erreur qu'on effectue est la plus basse. Donc, nous, on cherche ici. Poids optimal. OK, donc c'est là, c'est pour ce poids optimal. Je vous rappelle la loss function, ce que ça mesure exactement, précisément, c'est sur les données d'entraînement. Ça mesure si l'estimation, si le prix donné par, enfin estimé par le réseau de neurones correspond ou non au prix observé ou est proche du prix observé. Donc, plus le prix estimé par le réseau de neurones s'écarte du prix observé, plus ma fonction coût va avoir une valeur importante et plus l'estimation des prix est forte, plus les prix, la valeur de la fonction coût va être bas. Donc ici, si vous voulez, vous avez une bonne estimation. Donc bonne estimation des prix donc par le réseau de neurones sur les données d'entraînement. Et puis, par contre, ici, et là, c'est encore pire. Là, c'est, je vais le mettre plutôt, on va le mettre sur cette bosse-là, par exemple. Ici, on a une mauvaise estimation des prix. Donc, quand on dit qu'on cherche à optimiser la fonction coût J, donc ou la loss function, on cherche les paramètres pour lesquels la valeur prise par cette fonction est la plus faible possible. Et donc, il y a différentes méthodes pour essayer de trouver le minimum d'une fonction. Et là, la méthode qu'on utilise, c'est la méthode qu'on appelle du gradient stochastique. J'expliquerai plus tard, et la semaine prochaine, en quoi ça consiste. Donc là, on utilise ça un peu comme une boîte noire. Hein. C'est juste, vous dites, c'est une méthode qui permet de trouver la plus petite valeur, enfin d'ajuster les paramètres du réseau de neurones afin de trouver le minimum de la loss function. OK. Très bien. Alors ça, on a juste défini à ce stade quelle était la méthode qu'on allait employer, mais pour l'instant, on n'a pas appliqué la méthode en question. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas du tout touché aux valeurs du poids de notre réseau de neurones par rapport aux poids qui ont été initialisés au hasard aux premières itérations. Alors, très bien. Donc, maintenant, c'est ce qu'on va faire. On va vraiment faire l'optimisation à partir de notre… alors, pourquoi j'ai mis 0 ici? Oui, 0, c'est débile. Hop. Donc là, je recopie le même truc, mais avec un autre LR. Alors, LR, oui, alors ça, c'est un paramètre de notre…
de notre méthode d'optimisation. Bon, pour l'instant, utilisez ce qui a marqué là. Je vous dirai en 2 mots à quoi ça correspond tout à l'heure, parce que sinon, ça va nous embarquer dans trop de choses. OK. Alors, maintenant, ce qu'on va définir, c'est un nombre d'itérations. Alors, les itérations, ça s'appelle des époques. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, notre méthode d'optimisation, donc la méthode de gradient stochastique, elle ne va pas nous donner la réponse en une seule fois. Elle procède de manière incrémentale. C'est-à-dire qu'elle part d'une certaine initialisation et elle va juste modifier un tout petit peu à partir de cette première initialisation les paramètres de mon réseau de neurones. Donc, elle va un petit peu les changer de sorte à améliorer un tout petit peu la valeur de la fonction coût. C'est-à-dire à diminuer un petit peu la fonction coût. Et elle va procéder ainsi de manière itérative. Donc, ce qui se passe, c'est que initialement, on va avoir, par exemple, notre poids initial ici, donc poids initial du réseau. Et à chaque itération ou à chaque époque, il va améliorer, il va modifier le poids de sorte à améliorer la performance de notre réseau. Donc, au coup suivant, pouf, il va arriver ici, par exemple. Au coup suivant, pouf, il va arriver là. Au coup suivant, il va arriver là, puis là, puis là, puis là. OK. Donc ici, ça, c'est ça va être, par exemple, donc, à la première itération, il va être là, à la deuxième itération, troisième, etc. OK. Et donc là, le nombre d'itérations, je le fixe à l'avance, je vais en faire 1000. Okay, donc, à la 1000e itération, j'espère être ici. Donc, c'est vraiment des améliorations incrémentales. En général, elles sont toutes petites à chaque fois. Jamais, je ne change pas beaucoup les poids, je ne gagne pas beaucoup. Mais comme je fais beaucoup de ça beaucoup de fois successivement, à la fin, j'espère avoir fait un gain significatif et même avoir atteint le paramétrage optimal, hein, les poids optimaux qui me donnent la meilleure réponse possible. OK. Ensuite, je vais créer un tableau dans lequel je vais mettre les coûts, c'est-à-dire les valeurs successives de la fonction coût au cours des itérations. C'est-à-dire je vais enregistrer les valeurs prises par ma fonction coût lorsque mon réseau est initialisé avec des poids aléatoires, puis au bout d'une itération, puis au bout de 2 itérations, puis au bout de 3 itérations. Donc, on va… Alors ça, ce n'est pas indispensable, hein, c'est juste pour visualiser comment évolue le coût au cours des itérations. Ensuite, je vais faire une boucle. Et donc, le nombre… Et ça va être mes itérations d'optimisation. Et le nombre d'itérations, c'est donc num époque. Alors, évidemment, il ne m'a pas copié le… Oula. J'ai déjà un problème de clavier. Là. Mais monsieur, ouais. il manque pas un underscore entre num et si, époque? Si, justement, okay. C'est ce que j'avais constaté. Et Monsieur, je voulais le remettre. Oui. Pour le LR, vous avez mis 6 zéros après la virgule. Dans l'énoncé, c'est 5. Est-ce que c'est important ou pas? Ouais, c'est important. Ouais, on va en mettre 5. Enfin, c'est important. Alors, bon, je vais quand même dire un mot sur le LR. Donc, le LR, c'est ce qu'on appelle le learning rate. Alors, je vais quand même en parler parce que c'est assez crucial. Je peux difficilement ne pas l'évoquer. Et donc, ça, c'est un paramètre de la méthode d'optimisation.
de la méthode du gradient stochastique en l'occurrence. Et il marche comme ça. Donc l'idée du learning rate, c'est donc si la valeur est grande, eh bien la convergence est rapide. Enfin, alors, grande valeur, enfin bon, les poids. Les poids W vont beaucoup changer d'une itération à l'autre. Et essentiellement, ce que ça dit, ça veut dire que on va vite. Mais on ne converge pas forcément. Ouais. Et si on prend une petite valeur, ben, on va converger. Ce qu'on a appelé W étoile, l'optimal. Bon, je simplifie un petit peu là, quand je dis ça. Donc, on converge vers W étoile, mais doucement. Lentement. OK, donc si vous voulez aller vite, ben, il faut prendre un learning rate important. Et si vous voulez pas prendre de risques, il faut prendre un petit learning rate. Donc, le learning rate, dans la pratique, ça se traduit par la taille des sauts qu'on effectue pour passer d'une itération à l'autre. Donc, le learning rate, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Hop. Donc, learning rate LR, c'est la taille des sauts. Ok, donc vous voyez que si vous faites des grands sauts, bah, vous arrivez plus rapidement à l'optimal que si vous faites des tout petits sauts très très petits. Et d'un autre côté, si vous faites des trop grands sauts, vous pouvez partir dans le décor. Hein. C'est-à-dire que si vous sautez directement de là à là, ok, ça ne va pas. Okay, là, le learning rate trop important. Ok, donc là, par exemple, vous voyez, parce que l'algorithme du gradient conjugué, du gradient stochastique, il vous dit plus ou moins dans quelle direction il faut aller pour améliorer l'algorithme. Donc là, s'il est ici, il sait qu'il doit aller dans cette direction-là. Mais s'il fait un pas trop important, il va carrément dépasser, il va surcorriger, si vous voulez, les valeurs du poids. Donc là, il sait qu'il doit augmenter la valeur du poids, mais là, il va l'augmenter beaucoup trop s'il a un learning rate trop important. Et du coup, en fait, on va avoir des phénomènes d'oscillation. Là, il va se dire, ah, il faut le diminuer, et puis il va ressauter, mais carrément de l'autre côté. Donc, il va resurcorriger à nouveau les poids, et on ne va jamais atteindre le poids optimal. D'un autre côté, si on prend des coefficients, un learning rate vraiment trop petit, eh bien, s'il est trop petit, vous voyez, on va faire des micro sauts comme ça, et ça va être la convergence va être très lente. Alors, on va s'approcher effectivement de la valeur optimale qu'on recherche, mais ça va prendre beaucoup d'itérations. Donc, il y a un compromis à trouver. Il faut à la fois prendre un learning rate pas trop grand de sorte à ce que ce soit stable et pas trop petit de sorte à ce qu'on n'ait pas à faire un nombre incroyable d'itérations afin de converger. C'est compris?
Bah, de toute façon, on testera sur l'algorithme. Là, tout à l'heure, on va faire des tests sur l'algorithme pour voir comment ça se comporte justement en fonction du choix du learning rate. OK. Alors, je ne sais plus où j'en suis. OK. Alors, maintenant, pour chaque itération, la première chose qu'il doit déterminer, vous voyez, j'ai fait des petits sauts en vous disant, il sait qu'il doit augmenter ou diminuer la valeur des poids pour atteindre le poids optimal. Donc, c'est la seule chose qu'il réussit à trouver, à déterminer. Et pour faire ça, il doit calculer en fait ce qu'on appelle le gradient de la fonction coût. Enfin bref, il y a un truc à calculer pour savoir dans quelle direction il doit aller. Et ce truc-là, ça s'appelle le gradient. Donc, il doit d'abord calculer cette chose-là. Alors, avant de le calculer, on le met à 0. Donc, ça, c'est effectué dans chaque itération. Donc, on met le gradient à 0. Donc, dans ma fonction méthode d'optimisation, optimizer, je mets le gradient à 0. Très bien. Ensuite, il faut que je calcule la valeur de mon gradient. Donc, ce que je vais faire pour ça, c'est qu'il faut d'abord que je calcule ma fonction coût. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je vais prendre les données. OK, donc les données, c'est des données que j'ai dans Xtrain. Il faut que je les convertisse en un tenseur PyTorch. Et j'ai mis ça dans un truc que j'appelle input. Alors, c'est peut-être pas forcément une bonne idée parce que visiblement, input, c'est un truc qui existe déjà. Donc, je vais mettre input avec un I majuscule. C'est un mot-clé Python. Je vais définir ma sortie. Donc, ma sortie, ça va être les résultats de l'application de mon réseau de neurones aux données. Donc, je vais appeler output. Alors, notez que là, je traite toutes les données à la fois. Okay, donc, output, ça va me contenir l'ensemble de tous les prix estimés sur tous mes appartements d'un coup par le réseau de neurones. Maintenant, je vais regarder quel est… donc, ça, c'est les prix estimés. Quel est le prix réel de mon réseau de neurones, pas de mon réseau de neurones, excusez-moi, de mes appartements. Donc, je dois convertir à nouveau en un tenseur, donc que j'appelle target. Alors ça, en fait, c'est un peu idiot parce que je pourrais le faire qu'une fois, définir input et target. OK. Et d'ailleurs, je vais le mettre ici. Hop. Et j'aurais pu le faire même dès le départ. Hop. OK. Et alors maintenant, ce que je vais calculer, c'est mon coût. Donc, c'est la différence quadratique entre ce que m'a donné mon réseau de neurones et les prix cibles. Donc, output, c'est les prix estimés de tous mes appartements en fonction du réseau de neurones. Et target, c'est mon prix cible. Et donc, la fonction critérion, ça me calcule justement la somme des différences quadratiques entre les prix estimés par mon réseau de neurones et les prix réels. OK. Et maintenant, je vais calculer mon gradient. Et ça, c'est à l'aide de la fonction backward. Donc, je veux calculer le gradient sur ma fonction coût, qui est la fonction que j'ai appelée loss. Et ça, c'est à l'aide de la méthode backward. Ça, c'est calcul du gradient. OK, mais il faut que je le mette à 0 avant hein, pour que le calcul soit correct. Alors, on continue. Maintenant, j'ai calculé le gradient. Je sais dans quelle direction je dois aller. Je dois faire un petit pas pour améliorer justement mes poids. Et donc, je lui dis, je fais
un petit pas d'amélioration de mes poids. Donc là, quand je fais optimizer.step, ça va modifier les poids et les biais d'ailleurs de mon réseau de neurones. Donc je fais ça 1000 fois et à l'issue, j'espère que tout ça fonctionne bien. Alors d'ailleurs, on ne voit pas le résultat. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, imprimer le coût à chaque itération. Donc, normalement, ce qu'on doit observer, c'est un coût qui décroît peu à peu au cours des itérations. Alors, ok. Alors, je ne vais peut-être pas en mettre 1000 hein, au début. On va peut-être en mettre 10, par exemple. Ouais. Comme ça, s'il y a un souci, on ne va pas avoir un truc horrible qui se produit. Monsieur, juste, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que faisait la méthode backward. Alors, backward, en fait, ça calcule ce qu'on appelle, c'est un truc qui est utilisé par la méthode d'optimisation. Ça doit calculer le gradient, ce qu'on appelle le gradient de la fonction coût. Donc, je refais mon petit dessin. Je reviens sur le dessin ici. OK. Donc, à chaque itération, donc par exemple, l'itération initiale, il est ici. OK. Et il veut savoir si, par exemple, là j'ai qu'un paramètre, hein, W, mais en fait, dans la vraie vie, il y en a plein. Et si pour ce paramètre en question, je dois, pour m'approcher de l'optimal, je dois augmenter le poids ou diminuer le poids. Okay, dans quelle direction je dois aller? Ah, et backward prend ce choix. Voilà, et backward, ça calcule ce truc-là. Donc, pour chaque poids, Ok. ça détermine si ça doit l'augmenter et si ça doit le diminuer. Et pas seulement ça, ça détermine si ça doit l'augmenter de beaucoup ou de pas beaucoup. Ah oui, ok, d'accord. Okay. Mais alors ça détermine juste la direction. Et quand tu fais step, okay, ça fait le petit saut comme ça modifie les poids dans la direction qui aura été déterminée par backward. Hein. Ça, Ok. en fait, ça, c'est le gradient. Hop, ça calcule le gradient backward. Donc, le gradient, il dit d'aller par là. Ok, c'est bon. Je donnerai plus de détails plus tard, hein, mais là, c'est juste, pour l'instant, utilisez-le comme une boîte noire, et puis après, on verra ce que ça fait vraiment plus tard, une autre fois. Ok? Je pense qu'on n'aura pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui, on verra ça la fois prochaine. Ok, alors, j'en suis où? Donc, maintenant, on va tester notre truc. Et donc, ce qu'on espère, c'est que ça va nous afficher donc, des valeurs de notre fonction loss qui vont décroître. Et effectivement, c'est bon, vous voyez, ça décroît. Hein. Donc, on part initialement d'une valeur pour notre fonction coût de 1500. Au bout d'une itération, on passe à 225. Au bout de 2 itérations, à 191, etc. Et on arrive jusqu'à 140 au bout de 10 itérations. Alors, peut-être que 10 itérations, ça ne suffit pas. On va en mettre 100 pour voir ce que ça fait, si on gagne beaucoup à faire 10 itérations plutôt que 100. Là c'est mieux. Okay. On est passé de 140 à 105. Mais vous voyez que les gains qui sont effectués au bout d'un certain nombre d'itérations, ils sont bien inférieurs aux gains initiaux. Autre chose qu'on observe, c'est que lorsqu'on relance plusieurs fois le même programme, on n'obtient pas exactement le même comportement. Alors, attendez, là, je vais mettre juste 10 pour qu'on voit bien la différence. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, vous voyez qu'on n'obtient pas exactement le même comportement. Alors ça, c'est tout simplement associé à l'initialisation qu'on a effectuée. C'est-à-dire que quand je relance 2 fois le même programme, l'initialisation des poids et des biais de mon réseau initial, ce n'est pas la même. Elle change à chaque fois. Et donc, du coup, j'obtiens des résultats un petit peu différents. Ce qu'on constate par contre, c'est qu'une fois qu'on a optimisé, vous voyez qu'on obtient plus ou moins la même valeur. Alors bon, et évidemment, là, par exemple, sur le deuxième cas, j'ai eu de la chance. Sur ce cas-là, ici, je suis parti d'une initialisation qui était bonne de mon réseau de neurones, puisque le coût n'était que de 400 contre, par exemple, plus de 1500 pour
ce deuxième k-test que j'ai lancé. Et donc, au bout de 10 itérations, dans le cas qui est juste ici, je suis arrivé à un coût de 95 uniquement en seulement 10 itérations, alors que par exemple, dans la simulation précédente, avec 100 itérations, j'avais atteint juste les 105. Et d'ailleurs, il ne semblait pas que je puisse faire beaucoup mieux. Donc, si on avait mis ici, je ne sais pas si dans ce truc-là, si on avait mis 10 000 itérations, si on aurait pu descendre en dessous de 105. Donc ça, c'est une autre caractéristique auquel il faut faire attention. C'est le fait qu'on puisse se retrouver bloqué avec ce type de méthode-là, mais bon, ça, c'est un peu inévitable, dans des minima locaux. Donc là, par exemple, dans certains cas, on peut se retrouver bloqué ici. C'est un minimal local. Donc, vous voyez, il est moins bon que le minimal global qu'on chercherait à atteindre. Vous tombez sur Mais 105 avec combien d'itérations? 105, c'était avec 100. Ah, ok. Mais vous allez obtenir des valeurs différentes, hein, parce que Oui, c'est pour ça. Ouais. ça dépend de l'initialisation. Donc là, par exemple, dans le cas où j'ai fait 100 itérations, bah, j'ai eu une initialisation qui était probablement pas terrible. Donc, typiquement, voilà, j'ai eu une initialisation qui était ici. Et du coup, j'ai été attiré par ce minimal local-là, parce que je ne change pas beaucoup, donc c'est dur d'échapper d'une vallée. Et j'ai convergé vers ce truc-là. J'ai amélioré mon réseau par rapport à l'initialisation que j'en avais fait, mais malheureusement, l'initialisation choisie m'a conduit à un minimum local plutôt que le minimum global. Et ça, c'est un peu inévitable. Hein. Donc, ce qu'on peut faire pour résoudre ça, ce type de problème-là, enfin une approche un peu barbare, ça consiste à justement faire tourner votre programme d'optimisation plusieurs fois et puis à retenir la meilleure valeur que vous obtenez. Là, vous voyez, là, je l'ai refait encore une fois. Et miracle, j'ai trouvé 87, ce qui est quand même vachement encore mieux que les 95 que j'avais obtenus précédemment. Voilà, donc après, il y a tout un choix à faire entre le nombre de k-tests d'initialisation qu'on choisit, le nombre d'itérations qu'on fait, etc. etc. OK. Donc, je vous remets ici le code en question. Et vous voyez, c'est assez simple hein, comme code. Il fait juste, il fait moins de 30 lignes. Et encore, j'ai mis un print ici que je pourrais enlever. Donc, il pourrait faire 27 lignes. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse… bon, je vais répondre déjà si vous avez des questions sur ce qu'on a vu là maintenant. Et ensuite, on va faire une petite pause. Et on va faire une première partie de séance de TP en tout cas, qui va être basée sur l'amélioration du script en question. Pour l'amélioration, on va faire plusieurs choses différentes. Donc, première chose, on va jouer sur justement le learning rate, voir quelle est l'influence du learning rate. Et on va voir si les résultats qu'on obtient sont aussi bons sur la base test qu'on n'a pas employé jusque maintenant. Et on va aussi regarder si on peut obtenir des meilleurs résultats en modifiant la structure de notre réseau de neurones. Donc en TP, on va faire plusieurs choses. Donc c'est des questions que vous pourrez aborder. Je n'ai pas rédigé de feuille de TP spécifique là-dessus. Alors TP, on va faire les choses suivantes. Alors, influence. Donc, de l'initialisation, on a vu un petit peu. Donc, on a vu que selon les cas, on n'obtenait pas la même valeur finale. Du learning rate aussi, on va voir si ça a une influence ou non. On veut voir aussi l'influence de la structure du réseau de neurones. Et on veut enfin évaluer
Donc, la qualité de notre IA sur la base de tests non utilisés. Hein. Donc, on a deux bases. Hein. On a une base d'entraînement, une base de test. Pour l'instant, on n'a utilisé que la base d'entraînement. Donc, on fait une pause. Et puis, avant d'aborder cette question, donc il est 9h42. On va se faire un quart d'heure de pause et on se retrouve à 9h57 pour essayer de répondre à ces questions-là. C'est bon pour tout le monde? Oui. Des questions? Pas de questions? Non, c'est bon. Ok, allez, à tout de suite. Donc, on va passer à la partie TP. Il nous reste 1 heure. Donc, on va faire comme la dernière fois. Je vais vous diviser en petites salles de 3-4 en vous permettant de partager vos écrans. Donc, l'idée, c'est de reprendre le code que je vous ai donné et d'étudier ces différentes questions. Hein. Donc, l'influence de l'initialisation. Donc, l'idée, c'est de lancer plusieurs fois le script et de voir, même si on met beaucoup d'itérations, quels sont les optimaux qu'on réussit à atteindre. C'est-à-dire, essentiellement, le but du jeu, c'est de déterminer les minima locaux et voir s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup. Hein. Donc, vous voyez que selon, je reviens ici, hein, selon l'initialisation que vous allez choisir, vous allez finir dans un minimal local. Là, par exemple, si j'avais initialisé ici, je serais arrivé là. Et donc, voilà, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'avoir un petit peu une cartographie des minima locaux en lançant beaucoup de fois le script avec des initialisations différentes. Donc, elles sont tirées au hasard, donc forcément, elles vont être différentes. Et puis, de stocker à chaque fois la valeur du minimal local atteint. Et selon les différentes valeurs qu'on obtient, ça va nous donner une idée un petit peu du nombre de minimums locaux qu'il y a, s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup. Si on trouve toujours la même valeur, ça veut dire qu'il n'y a qu'un minimum qui va être un minimum global. Si on trouve plein de valeurs différentes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de minima locaux. Est-ce qu'il faut aussi stocker les données d'entrée? Non. Les données d'entrée, c'est toujours les mêmes. Hein. Tu veux dire les poids initiaux? Oui, voilà, les paramètres qui sont aléatoires. Ouais, si vous voulez. Enfin, bon, ça, c'est pas vraiment obligatoire. C'est plus vraiment pour avoir une idée un peu grossière de savoir s'il y a beaucoup de minima locaux ou s'il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est donc au niveau du learning rate. Donc là, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Okay, donc, ça, on ne l'a pas fait du tout. Donc, modifier le learning rate, mettre des petites ou des grandes valeurs pour voir le comportement. Donc, normalement, ce qu'on devrait observer, c'est si on baisse le learning rate, on va avoir toujours un comportement qui est celui qui est attendu, c'est-à-dire de décroissance de la fonction coût au cours des itérations. Et si on l'augmente, au bout d'un certain temps, ça va plus fonctionner. Donc, quelle est la limite pour le learning rate? Donc, en général, on essaie de le chercher le plus grand possible, mais tout en conservant la convergence. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Pour la valeur la plus grande possible qui préserve la convergence, ce n'est pas non plus le truc le plus rapide. Mais bon,
on veut du même ordre de grandeur que la valeur la plus grande possible. Alors, influence de la structure du réseau de neurones. Donc, pour l'instant, on a un réseau de neurones très simple où il n'y a qu'une seule couche cachée avec une couche d'activation, une couche de fonction d'activation. Donc, ici, ce que je vais vous demander, c'est de mettre plusieurs couches. Alors, attendez, je vais essayer de diviser ça en différentes questions. Hop. Alors, plusieurs couches cachées. Et puis aussi, on peut modifier tout simplement le nombre de nœuds cachés. Augmenter, diminuer. Le nombre de nœuds cachés, même sans nécessairement changer la structure du réseau. Là, pour l'instant, on a pris par exemple 100 nœuds cachés. Bah, peut-être qu'on obtient des meilleurs résultats avec 50 nœuds cachés ou avec 200 nœuds cachés. Je sais pas. Alors, on peut faire ça. Et puis, encore plus simple, on peut augmenter ou diminuer le truc. Et ensuite, donc ça c'est, donc pour l'instant ça c'est pas, donc je vous invite à faire ces deux trucs là. Alors oui, juste faut mieux les faire dans l'autre ordre, hein, parce que augmenter et diminuer le nombre de nœuds c'est quand même plus simple que de diminuer la structure. Hop, vous faites plutôt ça en premier. Hop. Voilà, je sais pas où le mettre. Je vais le mettre là. C'est un peu le souk, mon truc. Est-ce que pour modifier le nombre de couches, il suffit juste de modifier le nombre de paramètres dans Non. dans le Non, constructeur? il faut rajouter des couches explicitement dans le truc séquentiel. Dans NN Sequential, il faut rajouter des couches. Si tu changes le nombre de paramètres, donc le nombre de paramètres, c'est le nombre de nœuds cachés, hidden, etc. Tu vas augmenter ou diminuer le nombre de nœuds cachés. Non, je veux dire le nombre de paramètres de séquentiel, justement. Ah oui, il suffit de changer Ok, le d'accord. nombre des paramètres de séquentiel. Ok, donc J'ai pas compris. ouais. Monsieur, on fait comment pour augmenter, pour ajouter une couche intermédiaire? Bah, t'as Attends, juste à rajouter un relais. je vais revenir sur le code. Ah, un relu, ok. Ouais. C'est bon? Non, pas un relu. Il ne faut pas rajouter un relu. Un relu, ça rajoute voilà, juste parce- une couche d'activation. Ah. Attends, avec de notre IA. On rajoute une linéaire, du coup. Ouais, il faut rajouter un ln.linéaire. Et enfin, dernier point, ça c'est important, ça vous pouvez peut-être le faire en premier même, évaluer la qualité de l'IA sur la base test. Okay, parce que là, ce qu'on a utilisé pour calculer la loss function, on a utilisé la base de training, train. Et il est tout à fait possible qu'on obtienne des bons résultats sur la base d'entraînement, mais de très mauvais résultats sur la base test. Okay, donc là, ça voudrait dire qu'on a ce qu'on appelle surentraîner notre IA sur des données surcalibrées et du coup, par contre, sur d'autres éléments, ça va donner n'importe quoi. Donc, commencez par ça, en fait. Je vais mettre des numéros en disant l'ordre. Alors, petit 1, faites ça. Non, petit 1, on va faire… excusez-moi. Petit 1, c'est plutôt le learning rate. Ça, c'est simple à changer. C'est juste à changer les paramètres, voir ce qui se passe. Petit 2, choisir différentes initialisations et voir combien d'optimaux locaux vous réussissez à identifier. Petit 3, on va évaluer la qualité du réseau sur la base test. Et une fois que vous avez fait tout ça, petit 4, vous modifiez le réseau
pour voir si on ne peut pas mieux faire avec une autre structure du réseau. OK? Voilà, donc excusez-moi pour ce TP bien moche, un peu improvisé. Donc 1, 2, 3, 4, je vais sauver ça et je vais le mettre sur le Slack, comme ça, vous l'aurez sous la main. C'est compris? Bon, je fais les breaks, les salles, et puis je mets ça sur le Slack et je viens vous voir dans les salles. On choisit nos groupes? Ouais, si vous voulez. Ouais. Vous préférez choisir ou vous préférez le hasard? Comme vous voulez.